Bonjour et bienvenue sur Radio Cesseur, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Nous sommes le mardi 19 mai 2026 en direct de la capitale et j'espère que vous allez bien. Je suis Marc-Frédéric Gomez et voici les temps forts pour ce flash d'information. Linux 7.1 RC4, Linus Torvalds durcit la politique du noyau face à la submersion de rapports de bugs générés par l'IA sur la security list. La CVE 2026 46333, alias SSH Casing Pawn, une race condition exploitable via un PITRAS permet à un utilisateur local non privilégié de lire /etc Shido et les clés privées d'OpenSSH. Toutes les LTS d'Ubuntu sont affectées. Un très beau billet de la part de l'éditeur. Nouvelle vague Shaidaulu, 639 versions malveillantes publiées en 1 heure sur NPM, exfiltration via le réseau P2P Session et persistance inédite via Visual Studio Code et Cloud Code. Opération Ramzet d'Interpol dans la région MENA, plus de 200 arrestations, 53 serveurs de phishing et malware saisis, 3867 victimes confirmées. Panne nationale des télécoms luxembourgeoises, de juillet 2025, une 0-day Huawei dans le VRP des routeurs d'Enterprise, toujours sans aucune CVE depuis 10 mois après les faits. Fox Tempest, démantelé par Microsoft, une plateforme malware Signing as a Services, abusant Microsoft Artifact Signing au service des affiliés Risvida, INC, Quilin et Akira. 11 vulnérabilités divulguées par Cisco Talos, 8 sur le routeur TP-Link Archer AX53, plus Adobe Photoshop, OpenVPN et Norton VPN. Rentrons dans le vif du sujet. Linus Torvalds a publié Linux 7.1 RC4 ce 17 mai 2026 en profitant de l'annonce pour clarifier la politique du noyau face à l'afflux massif de rapports de bugs générés par IA. Selon le message de release sur la Linux Kernel Mailing List, la liste de sécurité du kernel est devenue quasi ingérable. Submergée par des signalements doublons issus de différents contributeurs, utilisant les mêmes outils d'analyse automatisés sur les mêmes portions de code, et Linus Torvalds a tranché. Les bugs détectés par l'IA ne sont par définition pas secrets et leur traitement sur une liste privée constitue une perte de temps qui aggrave la duplication puisque les rapporteurs ne voient pas les signalements concurrents. La documentation du kernel a été mise à jour en ce sens par Willy Tarot et Jonathan Corbet, avec 3 patchs sur Security Bug clarifiant ce qui relève ou non d'une vulnérabilité, et précisant les exigences applicables au rapport assisté par l'IA. Le message il est explicite. Un rapport drive-by sans patch ni compréhension réelle n'apporte aucune valeur ajoutée au processus de triage du noyau. Moi j'aime bien cette approche un petit peu directive. Alors je reviens sur une vulnérabilité d'information disclosure affectant le noyau Linux, identifiée sous la CVE 2026 46333. Elle est surnommée SSH Casing PWN, qui a été divulguée publiquement le 15 mai 2026. Alors cette faille a été rapportée par Qualys et un POC qui a été publié peu après la divulgation. Il s'agit d'une race condition exploitable par un utilisateur local non privilégié, permettant de lire des fichiers ouverts par un exécutable SUID ou SGID, au moment où le processus privilégié se termine. Alors pendant cette courte fenêtre, l'attaquant va inspecter le processus visé via l'appel système PTRAS et le POC démontre que la lecture de /etc shadow via le SGID, USR, bin, charge, ainsi que la lecture des clés privées hautes du serveur OpenSSH via le SUD /USR/lib /OpenSSH/SSH casing, ouvrant la voie à des attaques on-pass SSH ou à l'usurpation sur des déploiements en host-based authentication. Alors le score CVSS, il n'est pas très important. Sur une échelle de CVSS 3 points, on est à 5.5, donc les surclassés high. Mais d'après Canonical, et là ça devient intéressant parce que j'ai trouvé l'information chez l'éditeur, toutes les versions d'Ubuntu LTS 14.04 à 26.04 sont affectées. Ils ont sorti un bulletin aujourd'hui, je vous recommande vraiment fortement de le lire si vous avez de l'Ubuntu. La mitigation elle est recommandée par Canonical, elle consiste à porter le sysctl kernel.yaml.petras_scope à 2 ou à 3. La commande exacte est précise dans leur doc. Faites-le. On ne réfléchit pas. On patch, mais direct. D'après un rapport de Socket relayé par Blipping Computer, une nouvelle vague de la campagne Supply Chain Shaidaulu a compromis 639 versions malveillantes de package NPM sur 300. Alors, il y a 639 versions, accrochez-vous bien,
sur 323 packages NPM uniques publiés en 1 heure ce 19 mai 2026 entre 1h56 du matin et 2h56. L'attaque a démarré par la compromission du compte NPM Atoll, ATOOL, mainteneur de l'écosystème @ANTV, touchant notamment eCards for React, TimeAgo.js, Jest.canva.mock, et ce dernier cumulant 10 millions de téléchargements mensuels malgré 3 ans d'inactivité. La payload, un index.js obfusqué, collecte les credentials de GitHub, NPM, Cloud, Kubernetes, Vault Docker, base de données et SSH depuis des workstations et environnements CI/CD. Et selon Ender Labs, l'exfiltration s'effectue via le réseau peer-to-peer session via le file v2.getsession.org sur le port TCP43, de bout en bout sans aucun endpoint C2 traditionnel à bloquer. Alors Microsoft a signalé également que l'endpoint t.m-coche.com était aussi identifié, mais il y a une nouveauté technique. C'est la génération d'attestations SIG-Store valide via l'abus de token OIDC soumis à Fulcio, faisant passer les packages malveillants pour légitimement signés. Aikido Security observe en outre une persistance inédite via des backdoors implantés dans les configurations Visual Studio Code et Cloud Code. C'est à lire, le document de blipping est un peu léger, il faut aller sur les sites après des éditeurs de cybersécurité. J'ai passé un peu de temps, mais si vous faites du NPM, je vous recommande, parce que là, on voit bien que leur process d'attaque, il devient hyper intéressant. Malheureusement pour nous, ils vont faire des attaques très courtes, 1h56, 2h56, ça veut dire qu'ils ont attaqué réellement 1 heure. Mais en 1 heure, ils ont touché plus de 323 packages, quoi. C'est ça qui est assez incroyable. Et ils vont modifier 639 versions en profondeur. Ça commence à être un peu velu comme type d'attaque. Alors dans les bonnes nouvelles, d'après Interpol, l'opération RAMZ, conduite dans la région du Moyen-Orient et en Afrique, s'est soldée par l'arrestation de plus de 200 individus pour des activités cybercriminelles et l'identification de 382 suspects supplémentaires répartis sur 13 pays, dont l'Algérie, le Maroc, la Jordanie, l'Égypte, le Liban, la Tunisie et les Émirats arabes unis. Les autorités ont saisi 53 serveurs dédiés au phishing, à la diffusion de malware et à la fraude en ligne, ayant fait au moins 3867 victimes confirmées sur la base d'à peu près de 8000 intelligence packages extraits des équipements. Alors Interpol a collaboré avec Kaspersky, Group IB, The Shadow Server Foundation, Team Simru et Trend AI pour cartographier l'infrastructure malveillante. Parmi les actions notables, il y a le démantèlement en Jordanie d'une opération d'investissement scam, c'était des investissements au scam, exploitant 15 travailleurs asiatiques victimes de traite et d'esclavage. En un mot, on leur a pris leur passeport et on les a fait travailler de force. La mise hors ligne en Algérie d'une plateforme de phishing as a services, la neutralisation au sultanat d'Oman d'un serveur compromis hébergeant des données sensibles et la saisie au Maroc de matériel de données bancaires liés à des opérations de phishing. Il s'agit quand même de la 3e opération de cyber d'envergure conduite par Interpol en 2026, après l'opération Synergia 3 et opération Redcard 2.0. Selon Recorded Future News, la panne nationale des télécoms luxembourgeoises, survenue le 23 juillet 2025, résulte d'une attaque exploitant une vulnérabilité 0D dans le logiciel des routeurs Enterprise de Huawei. L'incident a paralysé pendant plus de 3 heures les réseaux fixes 4G et 5G de Poste Luxembourg, l'opérateur public, coupant l'accès aux services d'urgence pour potentiellement des centaines de milliers de résidents. Paul Roach, responsable communication chez Poste, confirme qu'il s'agit d'une attaque DDoS, Deny of Services, exploitant un comportement non public et non documenté. Il n'y a pas de patch disponible au moment des faits et sans lien avec des vulnérabilités connues telles que la CVE 2021-22359 ou la CVE 2022-29798. Alors le vecteur, c'est un trafic réseau spécialement forgé qui plaçait les routeurs Huawei dans la boucle de redémarrage continu, faisant s'effondrer des composants critiques de l'infrastructure. Le parquet luxembourgeois précise que les données corrompues transitaient simplement à travers le réseau Poste en tant qu'ISP, sans ciblage spécifique de l'opérateur. 10 mois après les faits, aucune CVE n'a été publiée, aucune alerte publique n'a été émise par Huawei, et il demeure incertain que la faille soit entièrement corrigée et que des opérateurs tiers exploitent le même équipement restent exposés. Bref, vous avez du Huawei, il faut savoir que les Chinois sont très très forts en découverte de vulnérabilités,
mais il ne publie pas les CVE et il garde certaines vulnérabilités non documentées. On n'en dira pas plus, mais je crois que vous avez tous compris. Alors selon Microsoft, la Digital Crime Unit a procédé au démantèlement de Fox Tempest, une plateforme de malware as a services, en activité depuis mai 2025 et fournissant aux cybercriminels des outils de code entre guillemets frauduleux. L'opération rendue publique via un dossier déposé devant le US District Court exploitait Microsoft Artifact Signing pour générer des certificats à durée de vie courte, permettait à des malwares tels que Oyster, LumaStealer ou Vidar de se faire passer pour des logiciels légitimes comme AnyDesk, Teams, Putty ou Webex. Selon Steven Masada, assistant général counsel de Microsoft, Fox Tempest fonctionnait comme une organisation structurée avec des départements dédiés à l'infrastructure, à la relation client et aux transactions financières. Ayant généré plus d'1 millier de certificats et établi des centaines de tenants et souscriptions à Azure. Les affiliés des groupes de ransomware Resida, INC, Kylin et Akira faisaient signer leur payload avant diffusion via des faux sites et publicités sponsorisées. Microsoft a saisi le site, mis en ligne des centaines de machines virtuelles et révoqué plus de 1000 certificats. L'analyse des paiements en crypto-monnaie révèle des millions de dollars encaissés pour des attaques ciblant des organisations aux États-Unis, en Chine, en France et en Inde. D'après un article de Cisco Talos, l'équipe de Vulnerability Discovery and Research a divulgué 11 vulnérabilités affectant TP-Link, Adobe Photoshop, OpenVPN et NortonVPN de Gen Digital. Le routeur dual-band TP-Link Archer AX53 concentre 8 failles découvertes par la chercheuse Lilith. Donc, si on prend le bulletin de la CVE 2026 30814, c'est une stack basée de Buffer Overflow dans la fonctionnalité TMP Server. Pour Adobe Photoshop, on a la CVE 2026 34632 qui va cibler le processus d'installation via la Microsoft Store. Un utilisateur low privilege peut remplacer des fichiers durant l'installation et obtenir une élévation de privilège. Côté OpenVPN, la CVE 2026 35058, c'est une reachable assertion dans le TLS script V2 client Key Encryption des versions 2.6 et 2.8 qui permettent un déni de service. Et enfin, on a NortonVPN qui présente une faille similaire à celle de Photoshop côté Microsoft Store et toutes les vulnérabilités sont patchées à l'exception de celle visant NortonVPN. C'est à lire, le bulletin est très technique, c'est pas évident à retraduire verbalement, mais si vous avez de l'Adobe Photoshop, de l'OpenVPN, du NortonVPN, allez voir le bulletin de chez Talos, il est très bien fait. Et voilà, ce 650e épisode s'achève ici. Prenez soin de vous. Il fait vraiment un temps pourri à Paris, mais vous n'avez pas idée, quoi. Mais il y a des gens qui vivent ici, quoi. On se demande comment ils font, quoi. Ils ne voient jamais le soleil, quoi. En tout cas, je voulais d'abord vous remercier, vous toutes et vous tous, pour votre suivi quotidien. C'est incroyable, je n'en reviens toujours pas. Vous écoutez 7 jours sur 7, ça ne baisse pas. Et pourtant, je ne suis pas super régulier en ce moment, mais en tout cas, merci beaucoup. Parce que sans vous, ce podcast, il n'existerait pas. Merci pour tous ceux qui m'ont fait des retours sur la boîte mail. J'ai pas consulté le répondeur, je vous cache pas que ça fait un petit moment que j'ai pas été le regarder, il faut que j'aille le voir quand même. Mais en tout cas, merci pour tous vos messages d'encouragement. Et je n'ai pas une voix d'outre-tombe. L'auditeur se reconnaîtra. Je serai demain au Cybercampus. Si vous voulez qu'on aille boire un café, discuter, refaire le monde, parler de CVE ou d'IA. Mais j'ai adoré ce qu'a dit Linus Torvald parce que c'est juste incroyable. Le gars, ils sont complètement sous l'eau, ils sont pas nombreux à faire la liste security. Et là, ils en ont eu ras-le-bol parce qu'ils voient que tout le monde fait du copier-coller entre Claude, même les gens sur ChatGPT, toutes les bouses, tous les systèmes d'intelligence artificielle. Ça sort de la CVE, mais il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Et même si la vulne est réelle, c'est inexploitable. Il faut pas oublier que derrière, il y a des humains, quoi. Mais bon, ça sera l'occasion de faire un débat. Je pense que je ferai peut-être une émission dédiée là-dessus. J'attends de voir. Je vais voir un peu parce que Linus, ce que j'aime bien dans sa réaction, c'est qu'il est brut de fonderie. Il n'y a pas de diplomatie parce qu'il veut être dans l'efficacité. Il n'a pas le temps de s'occuper de de tout cet habillage que font les éditeurs et autres. Le nombre de mails que je reçois sur les pseudo-boîtes d'ESN qui font des pen tests, des vulnérabilités via l'IA, c'est génial. Mais
On est des humains, les gars. Sinon, faut postuler chez Skynet. En ce moment, ils embauchent. Je vous embrasse. À demain. Et on n'oublie pas. On réfléchit pas. On patch.